Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette discussion. Donc avec Mia Hansen-Løve, Clémentine Schaeffer et Marion Monnier. Donc vous avez travaillé, ça fait très longtemps que vous travaillez ensemble. Mais avant qu'on parle plus précisément des films, de votre travail, de votre collaboration, j'aimerais bien vous demander à chacune d'entre vous la manière dont vous êtes arrivée au cinéma. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire le métier que vous faites aujourd'hui? Et est-ce que peut-être il y a eu, je sais pas, un moment marquant dans votre vie qui a fait que le cinéma est apparu comme ça, voilà, comme. Okay. Non, alors ça n'a pas été une ligne droite en fait pour moi d'arriver au cinéma. Je pense que, enfin, en tout cas, le désir, il était plus vague que ça. Je pense d'abord faire. J'avais l'idée de faire quelque chose qui avait en lien avec plutôt le documentaire. Enfin, j'avais envie plutôt d'être journaliste, mais pas. Je voulais pas écrire. Voilà. Donc j'étais plutôt partie pour faire du montage, mais dans le but de raconter quelque chose d'ancré dans le réel. Et puis assez vite, j'ai fait des rencontres qui m'ont dit qu'il y avait finalement peut-être d'autres manières, en tout cas par la fiction, de faire passer des choses tout aussi fortes que par le documentaire. Et le montage était une évidence très vite, mais je ne savais pas du tout comment ça allait évoluer. Et c'est vrai que je pense que ce qui est beau, ce qui est chose que j'aime beaucoup, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est quand j'ai rencontré Mia qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment scellé. Voilà. Et c'est vrai qu'on en parlera sûrement ce soir, mais je dois énormément. Enfin, voilà, c'est vraiment le point de départ de la fiction. Enfin, j'ai vraiment compris que je ferais ce métier quand j'ai rencontré Mia. Moi, j'avais une envie très vague, quoi. Enfin, j'aimais aller au cinéma, mais je crois que voilà, c'était ça au début, l'envie de cinéma. Et après, je savais pas forcément quoi faire là-dedans. Et ça s'est fait sur ce poste-là, ça s'est fait un peu par hasard. C'est-à-dire que au début. Je pensais plus à l'image ou quelque chose aussi où les gens voient ce que c'est comme métier. Et puis par hasard, voilà, sur des courts-métrages, j'ai été script et je me suis trouvée à ma place là. Et tout d'un coup, je me suis dit qu'en fait, c'était ça, voilà, c'était l'endroit qui m'allait, qui me correspondait. Et voilà, après, je peux dire aussi un petit peu, peut-être comme Marion, mais c'est vrai que voilà, il y a eu assez rapidement aussi la rencontre avec Mia, voilà, pendant très longtemps. Mia, vous, je crois que le fait d'être réalisatrice, il est aussi à l'origine lié quand même avec la critique de cinéma et la cinéphilie, c'est ça? Vous dites souvent en interview que la critique de cinéma, quand vous en faisiez au Cahier du cinéma, ça vous a permis aussi de savoir quel genre de cinéaste vous vouliez être. Ça marche, vous m'entendez? Ça a beaucoup compté, mais quand j'ai écrit, donc pas très longtemps, au Cahier, je l'ai fait parce que je voulais faire des films déjà. Donc c'est pas le fait d'écrire qui m'a permis de prendre conscience de mon désir de cinéaste. C'est simplement parce que j'avais le désir d'être cinéaste et que je n'avais pas fait d'école de cinéma, que je n'avais rien appris, que je ne connaissais rien non plus techniquement, mais je voulais apprendre d'une façon ou d'une autre, et il m'a semblé que peut-être par le biais de l'écriture il y avait une autre école possible et que c'était peut-être celle qui me correspondrait le mieux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer d'écrire. Je l'ai vraiment pris comme une sorte d'école, une alternative à l'école. Mais non, pour moi c'est né, si je vais vraiment déterminer, je sais pas, un moment de naissance du désir, même si c'est pas sur le moment, c'est rétrospectivement, quoi. Ça a pris du temps, mais c'est vraiment l'expérience du tournage quand même. J'ai tourné dans un film, enfin 2 fois, mais la deuxième fois c'était vraiment que 4 ou 5 jours. En tant qu'actrice oui. La première fois, dans fin août, début septembre, d'Olivier Assayas, j'étais ado. Je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard, je savais ce que je voulais pas faire, mais l'expérience avec ce qu'elle a de très physique,
la puissance quoi, de l'expérience d'être sur un plateau, d'être filmé, d'être un personnage, de rentrer dans la fiction, ce que ça peut avoir de libérateur. Ça a vraiment été ça, pour moi, le déclic. Et pas tant pour être actrice, d'ailleurs, puisque même si mon expérience, elle a été de ce côté-là de la caméra, c'est pas tant ça que j'en garde. C'est vraiment plus la chose collective d'être ensemble sur un plateau pour fabriquer une histoire qui à la fois vous emmène ailleurs tout en vous permettant d'être vous-même. Et c'est ce paradoxe-là qui a produit quelque chose pour moi de très fort et que même si après ça a pris quelques années, je suis passée par des études d'allemand, enfin, ça n'a pas du tout été si direct que ça, mais au fond je crois que c'est né là. Et je me demandais, étant donné que le cycle dans lequel vos films, votre travail est montré, s'appelle Elles sont là pour rester, je me suis demandé si, à un moment donné, ça avait été un enjeu pour vous de s'autoriser à aller vers le cinéma alors que ça allait encore à un milieu plus masculin. Est-ce que ça a été une réflexion dans votre parcours que vous avez eu à un moment donné ou pas du tout ? Pas tellement, enfin parce que en fait il y a quand même beaucoup de femmes dans le montage et enfin c'est pas, je me suis posé 1000 fois la question si j'allais rester, mais pas parce que j'étais une femme en tout cas, c'était pas du tout mais en fait on a toute la chance enfin grâce à Mia j'ai commencé très jeune en fait, enfin c'est ça aussi, c'est que avant de rencontrer Mia j'étais essentiellement enfin assistante en fait, et tant qu'il y avait quelque chose où, je sais pas, inconsciemment, à quel moment on se dit qu'on est encore en train de tester des choses et à partir de quel moment on se dit, bah maintenant c'est ça notre métier. Et on a 20 ans, on a 25 ans. Je pense, j'ai rencontré Mia en 2003, j'avais 23 ans, 24 ans, enfin, donc c'est très jeune pour de se dire encore ce qu'on va faire. Et c'est vrai que, enfin, c'est notamment parce que elle est très prolifique et qu'elle a fait des courts-métrages puis des longs, puis que ça s'est imposé à elle et que du coup je pense que c'est vraiment quand j'ai monté mon premier long-métrage avec Mia que j'ai eu le sentiment d'en faire mon métier clairement et que j'assumais d'être monteuse à partir de là. Et donc après la question de rester ou pas rester, c'est encore autre chose, quoi. Pour vous, est-ce que ça a été une question ou pas? Non, ça n'a pas été une question. Alors en plus, c'est un poste très féminin, mais même, quoi, je ne m'étais pas. On parle encore du métier de script. Script girl, c'est encore une expression. Oui, je crois qu'on le dit encore, non? Non, peut-être pas. Script. Ouais. Et pour vous, Mia, ça a été. Je pense quand même j'avais conscience qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes cinéastes. C'est sûr que je ne sais pas à quel point je le formulais, mais j'en avais conscience. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Donc, mais finalement, en 20 ans, ça a pas mal changé aussi. Même s'il y en avait déjà beaucoup plus quand j'ai commencé que 20 ans avant, etc. Mais c'était quand même, on était quand même très minoritaires. Mais pour autant, je l'ai pas perçu. Enfin, je crois pas l'avoir ressenti comme un handicap, plutôt comme une force. Parce que voilà, du coup j'allais essayer de trouver ma voie et imposer cette voie dans un milieu très masculin, enfin dans un monde où il y avait plus d'hommes cinéastes, mais je me suis pas dit que c'était que ça allait être plus difficile. J'ai peut-être été aidée en ça par le fait d'avoir deux parents qui exerçaient le même métier et qui avaient une très forte complicité intellectuelle et une très grande égalité dans leur rapport au travail. Et je pense que du coup, j'ai eu la chance d'avoir ce modèle-là aussi et de jamais avoir intégré l'idée que, comme femme, j'aurais moins de capacité ou de chance à faire ce que je voulais. J'aimerais bien qu'on lance un premier extrait qui en fait est un court-métrage de vous, Mia, qui s'appelle Un pur esprit, qui date de 2003.
Pardon, j'ai dit une bêtise, le film date de 2004 et pas 2003. C'est sur ce film-là que vous rencontrez Marion et Mia. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée cette rencontre, de quelle manière vous êtes rencontrés? Non, c'est simplement, en fait, j'étais assistante sur Clean d'Olivier Assayas, et qui était en train de... Donc c'est un film qui était en montage, monté par Luc Barnier, qui était le chef monteur avec qui j'ai travaillé, et voilà. Et en fait, Olivier, on se parlait quotidiennement, on se voyait tout le temps, et il me dit un jour, il m'a dit, il y a une amie à moi, Mia Hansen-Love, qui cherche quelqu'un pour monter son court-métrage, et je viens très bien par contre de Luc Barnier, il me dit vas-y, elle va faire des films. J'y suis allée. Et après, on a monté. C'est la première fois que je le revois, et c'est vraiment, je peux pas vous raconter comment ça s'est passé. Quoi. Non, mais c'était bon. Ça n'a pas dû être très long. On n'a pas dû passer énormément de temps, mais voilà. En tout cas, c'est clairement la première fois que j'ai rencontré Mia, et en tout cas. Déjà on est devenus très amis très vite. Voilà, donc, Et bien, vous pouvez nous raconter un peu quelle était l'idée derrière ce film? Comment est-ce que vous l'avez écrit? On a l'impression que c'est vraiment un film que vous avez tourné rapidement, dans une espèce d'élan comme ça, de gestes assez presque intuitifs. Je ne sais pas si ça s'est déroulé comme ça. Oui, c'est très peu de choses. C'est un film qui a été tourné en une journée avec vraiment 3 fois rien. J'avoue que j'ai presque un peu honte qu'il soit montré là, parce que c'est à peine un court-métrage, quoi. C'est vraiment un tout petit film de 3 minutes. Mais ça a été très important. Je dis pas ça pour dire que ça n'a pas été important pour moi. C'est les premiers plans qu'on fait, c'est le deuxième, mais enfin c'est quand même les premiers plans, parce que mon premier court-métrage c'était aussi une journée de tournage. C'est des moments où on découvre, de découvrir qu'on est à sa place à cet endroit-là, qu'on a envie de filmer, de voir ce désir-là se confirmer, de comprendre intuitivement, pourquoi on fait ça. C'est des sentiments très très forts. Donc j'en garde un souvenir très fort, et notamment de la rencontre avec Marion, et de l'évidence très vite, tout de suite, d'une complicité intellectuelle sur le cinéma, ça qui m'a porté aussi. Donc ça, je m'en souviens très bien. Après, le court-métrage, c'est parti. Ça vient d'un désir très simple, qui est celui de filmer quelqu'un qui me touchait. Et au fond, je me dis, en le revoyant là, je me dis bon, il y a peut-être pas grand-chose ça ressemble pas beaucoup à ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est presque expérimental. Le son, le son, l'image sont dissociés. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de scène, etc. Mais au fond, le désir, c'est le même pour moi aujourd'hui, de faire des films pour filmer des gens que j'aime, en fait, des gens que j'aime, ou inspirés de gens que j'ai aimés, ou même imaginaires, mais de personnages que j'aime, et d'essayer de comprendre ce désir-là, de quoi il est fait. Et en fait, c'était ce petit court-métrage, c'était ça, c'était cette jeune fille qui me touchait, que je connaissais, qui n'était pas une amie, mais une amie d'amis, mais il y avait quelque chose chez elle. C'était quelqu'un qui était une fille qui travaillait énormément, qui était vraiment obsédée par le travail, le désir d'écrire, de parler, mais en même temps elle avait une mélancolie, une solitude, et il y a quelque chose qui me touchait chez elle, et je l'ai filmée en fait en bas de chez elle. C'est le parc de Bagatelle. Ses parents habitaient à côté, elle vivait encore chez ses parents, et on est vraiment partis avec la caméra faire des plans d'elle. Donc c'était elle, quoi. Et donc les plans que vous voyez, les gens que je filme, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de filmer son monde, là où à travers ces plans, cette réalité-là, c'était sa réalité à elle, dont j'essayais de me rapprocher. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le film, je me suis dit effectivement que le film était assez à part dans votre filmographie, et en fait, en me replongeant dans vos longs métrages, je trouve qu'il y a quand même dans ce film-là quand même des éléments assez des motifs en tout cas très prégnants de votre cinéma, et notamment un qui m'était pas apparu évident au départ, mais c'est peut-être la place accordée au silence. Alors c'est un film muet mais sonore, et dans vos films, même si on est en présence de personnages qui sont plutôt cultivés, qui vont parler de littérature, de philosophie, etc., il y a quand même
le silence est presque plus parlant que les mots. Donc je trouvais qu'il y avait quand même déjà cette idée très forte. Oui, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que en fait, j'allais dire la même chose. Je trouve que c'est aussi un point commun, enfin qu'en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de musique, certes le silence au sens où elle ne parle pas, il n'y a pas de dialogue, mais aussi le simple fait qu'il n'y ait pas de musique, qui est finalement assez rare, je pense même dans les courts-métrages, c'est aussi, même s'il y a de la musique dans mes films, il y en a à des moments ponctuels et elle est pleinement là. J'ai jamais travaillé avec des compositeurs de musique de film, par exemple. C'est vraiment un truc, ce rapport-là au silence, je pense que c'est quand même une chose qui me caractérise. Et effectivement, quand bien même dans mes films aujourd'hui, les gens parlent, disent des choses, et des choses qui peuvent être importantes pour la dramaturgie du film, il y a toujours l'idée du silence derrière, comme quelque chose peut-être qui transcende, enfin qui est au-delà de ce que les gens peuvent dire. Il y a toujours chez moi, je pense, le désir de filmer ou de regarder des présences. Et ça s'accompagne, ça va avec l'idée du silence, je crois. Clémentine, vous rencontrez Mia sur son premier long métrage, Tout est pardonné. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés, moi, c'est par la production. C'était les films Péléas, et moi j'avais fait pas mal de courts-métrages chez eux, et je pense que voilà, ils ont su que tu cherchais une script, voilà. Et puis c'est très simple, je sais pas, il n'y a pas grand-chose à raconter. Enfin, on a bu un café, je me souviens d'une banquette, non mais voilà, et je sais pas, et puis c'était je sais pas quoi. Mais ce que Clémentine vous dira pas elle-même, donc je vais me permettre de prendre la parole pour elle là-dessus, c'est la rencontre, c'est pas tant entre nous, c'est pas tant le moment de la rencontre où on se voit avant le film, mais c'est vraiment sur le tournage. Pour moi, en fait, je pense que grâce à Clémentine, à cause de Clémentine, je sais pas, je n'ai jamais su ce que c'était vraiment que le métier d'une script, parce que ce qu'elle fait, en tout cas, je sais pas sur les autres films, et j'imagine que c'est vrai aussi différemment des autres films sur lesquels elle travaille, mais ce qu'elle fait avec moi sur les films va tellement au-delà de la définition de la script telle que je la connais. J'avais pas eu de script, il me semble, enfin pas vraiment sur les petits courts-métrages que j'ai faits, donc j'ai fait, à part un film, tous mes films avec Clémentine, comme j'ai fait tous mes films avec Marion. Et en fait, je dirais que la partie... Ce qu'on sait d'habitude de ce que c'est le métier de script, ça représente que toute petite partie du travail que fait Clémentine sur mes films, et qui n'est pas forcément celle, à mon avis, qui l'intéresse le plus. Non, et qui ne l'intéresse pas Mia non plus. Parfois, je me dis que tu sais pas vrai. Non, mais je fais confiance autres. Quand même, voilà, pour les raccords. Oui, il y a une confiance là-dessus, mais c'est vrai que, je sais pas, peut-être que quand je serai plus vieille et fatiguée, on prendra une script qui fera ce boulot-là. Mais oui. C'est-à-dire que la partie raccord du travail, tout le côté technique, Clémentine l'assure parfaitement, et depuis toujours, et j'ai pas à m'en soucier. Mais là où notre relation, elle a été spéciale dès le début, et ça n'a fait que se développer, se consolider au fil du temps, c'est qu'il y a un dialogue qui s'est mis en place. Et au fond, j'ai l'impression que c'est les mêmes dialogues qui se poursuivent de film en film. Après, il y a les dialogues qui sont liés à chaque film, mais au fond, c'est comme si on avait une grande conversation qui avait commencé il y a 20 ans et qui continue aujourd'hui. Il a à voir avec la question de la vérité du jeu, de pourquoi est-ce qu'on fait dire ceci ou cela à un acteur, pourquoi est-ce qu'on met la caméra à un endroit et pas à un autre. C'est vraiment une réflexion sur le cinéma, à quoi ça sert, et pourquoi les scènes sont là. Enfin, c'est ça qui se joue, enfin, je crois, à travers le dialogue qu'on a. Et ce dialogue-là, il m'est tellement cher. Enfin, j'ai l'impression que je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai fait un film sans Clémentine avec une script qui était par ailleurs très bien, mais avec qui j'avais pas ce type de relation-là, et j'en ai souffert. Dans vos films, il y a alors je crois que c'est à la fois dans Un amour de jeunesse, Un beau matin et L'avenir, il y a des scènes dans lesquelles les deux personnages discutent et ont une discussion sur un livre ou un film, et ils n'ont pas les mêmes goûts. Et ça crée une espèce alors pas de crispation, mais de débat entre eux. Et il y a ce motif qui revient souvent dans vos films. Qu'est-ce que c'est que de partager des goûts en commun avec une personne qu'on aime ? J'imagine que vous, au vu de votre collaboration, ce qui est essentiel, c'est aussi cette espèce de partage d'une vision de cinéma ou de goût en commun. Est-ce que, par exemple, quand vous préparez des films ensemble, vous allez
vous discutez d'autres films, vous avez besoin d'aller chercher d'autres références. Est-ce que ça participe aussi à votre processus créatif? On parle énormément de cinéma, quoi, disons en tout cas, mais c'est pas seulement, même, je sais pas, en ce moment on n'est pas en train de travailler ensemble, on a quand même ce dialogue sur le cinéma, et oui, ça, c'est pas forcément en lien direct avec le film, c'est pas parce que je prépare tel film que je vais avoir un dialogue avec Marion spécifique sur tel ou tel film en lien avec le film que je veux faire, mais c'est plus, oui, une complicité sur le cinéma et un regard sur le cinéma contemporain aussi. Ça, c'est ce dialogue-là, il m'aide aussi à comprendre le film que je suis en train de faire, pourquoi je le fais comme ça et pas autrement. Donc oui, c'est très très précieux, bien sûr. Oui, non, chez Mia, c'est jamais référencé. Enfin, c'est jamais. Je pense en 8 films, elle m'a jamais dit, il faut que tu vois ce film. Enfin, parce que je veux faire une scène comme dans. Ça existe avec d'autres cinéastes. Avec Mia, c'est jamais le cas. Et par contre, comme on voit souvent, on est très amis en dehors des films qu'on fait ensemble. On discute tout le temps on se nourrit de cinéma. Toute l'année, enfin, donc effectivement, enfin, là en venant, on est venus toutes les deux en métro, on a parlé d'un Parfait Inconnu. Je l'ai pas encore vu. Hein, mais que moi j'ai vu, je monologuais, bon sûr. non, mais voilà, enfin c'est pas du tout. J'insiste sur le fait que c'est vrai qu'il y a jamais, elle m'a jamais dit, je voudrais que tu regardes ce film pour cette scène. Je ne fais pas un cinéma de référence. C'est vrai qu'il y a un dialogue qui est là tout le temps et qui est là aussi quand on monte sur le film que je suis en train de faire, sur d'autres films, mais j'ai toujours mis un point d'honneur, enfin je sais pas, où c'est un truc de caractère, à faire mes films, à essayer de trouver mon propre langage. Je sais bien qu'on est influencé de toute façon, je sais bien, il y a des cinéastes que j'admire énormément, qui m'accompagnent, dont la philosophie du cinéma influence la mienne, évidemment, mais j'essaye de ne pas les imiter, quoi. Donc j'essaie de faire cet effort-là, et donc ça passe aussi par le fait de ne pas s'appuyer sur des films qui ont déjà été faits pour avoir ce dialogue. Clémentine, vous voulez ajouter? Non, mais c'est quoi? Oui, non, mais c'est la même chose. Effectivement, il n'y a pas en préparation, il n'y a pas ce truc d'aller voir d'autres films et tout ça. On peut parfois, si on tourne à l'étranger, on peut regarder d'autres films pendant le tournage, mais pas plus comme quelque chose d'une ambiance. Je sais pas, je pense à l'Inde, où je pense qu'on a regardé un peu des films, mais voilà, en tous les cas, pas spécifiquement pour le film. Est-ce que vous pouvez me détailler toutes les deux, Marion et Clémentine, vraiment le moment où vous entrez dans le processus créatif du film? Clémentine, vous êtes là dès la préparation du film. C'est vous qui faites le minutage, c'est ça? Je sais. Oui. Voilà. Donc, et est-ce que c'est à ce moment-là, par exemple, je me demandais si le rythme du film, est-ce qu'il se joue dès ce moment-là quand vous évoquez cette question de la durée des séquences, etc. Non, parce que pour moi, c'est un exercice déjà que j'aime pas forcément faire, et puis je trouve très peu juste. Enfin, je sais toujours pas si je préminute vraiment très bien. Enfin, ça dépend tellement de choses. Donc, je sais même pas vraiment pourquoi on le fait. Enfin, disons que c'est pas forcément une question, moi, qui... Pour rassurer les producteurs, voilà, ouais. Mais, ou pas. Mais par contre, c'est vrai, quoi. Effectivement, je peux dire que j'aime pas du tout cet exercice, parce que j'ai l'impression qu'on me demande quelque chose et qu'il y a un enjeu, justement, de dire est-ce que le film est trop long ou pas, et que en même temps on peut lui faire dire n'importe quoi, une séquence. Enfin voilà, il marche dans la rue, ça peut être 5 secondes, ça peut être 30 secondes. Alors on peut se parler un peu comme ça, mais par contre, c'est quand même, il y a ce moment, en fait, pour préminuter, il faut jouer le film, et ça, c'est quand même, en fait, c'est pas si mal. Non, mais il y a quand même quelque chose d'une appropriation de tous les dialogues, je les ai dits, et je me suis déplacée, j'ai fait les choses, et
Et peut-être il y a quand même quelque chose de ça qui reste un peu après. Voilà. Donc c'est peut-être pas si, voilà, ça. Mais sinon, on se voit. Je vois, tu veux parler. Non, mais si dans la continuité de ça, il y a le travail qu'on fait qui est pas forcément courant. Enfin, ça, tu le sais mieux que moi, mais on fait un travail assez important en temps. Pendant la préparation de mes films, on va sur les décors. C'est pour ça que j'essaie d'avoir toujours les décors de mes films très tôt pour pouvoir y travailler avec Clémentine. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément fait autant au début, mais c'est devenu une habitude et c'est devenu de plus en plus une sorte de méthode. Et c'est quasiment dans la préparation des films le moment que je préfère, parce qu'au fond, c'est le seul moment où je me sens vraiment libre. Il n'y a pas la pression du tournage, il n'y a pas une journée à finir, etc. Donc je vais sur les décors avec Clémentine. En général, quand j'y vais, j'ai déjà fait mon découpage ou un brouillon, disons, du découpage, et on refait ensemble les scènes. On est juste toutes les deux. Il n'y a pas d'assistante, il n'y a personne, il n'y a vraiment que toutes les deux. Et on les joue, on y réfléchit, on remet en question le découpage que j'ai fait. Et du coup, c'est une façon de travailler en fait la matière du film, de la comprendre mieux. Parfois, ça fait que certaines répliques peuvent changer. Le découpage, évidemment, change. Et c'est là, pour moi, c'est vraiment là où je commence à rentrer dans le film, à comprendre la matière. Et c'est grâce à ce travail... je veux dire, c'est des semaines entières. Enfin là, on part dans 15 jours, on part une semaine pour faire ce travail sur des décors. C'est un travail très, très intensif et qui, pour moi, est vraiment au cœur quoi, de la fabrication du film. Et vous, Marion, à quel stade vous entrez dans le processus créatif? Alors, ce qui est marrant, c'est que déjà, généralement, Mia me parle du film qu'elle est en train d'écrire. Là. Donc, on va dire que c'est la première entrée dans le film, et c'est généralement déjà très précis dans sa tête. Et après, je lis le scénario, donc j'en fais partie, on va dire. Et après, j'aurais tendance à dire que je disparais un peu pendant pas mal. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à lire 2-3 fois le scénario, de le connaître vraiment bien. Voilà. Je suis vraiment disponible tant qu'elle veut me parler, mais il y a vraiment, je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre ce que fait Clémentine et moi. C'est-à-dire qu'après la prépa, encore une fois, je suis là dès qu'elles veulent m'appeler, elles ont besoin, mais j'ai rien à faire pendant la prépa, vraiment. Et pendant le tournage, finalement, c'est le moment où je suis le moins à l'aise, parce que c'est pas facile, en fait, En fait, c'est pareil, c'est une présence. Elles, ça les rassure beaucoup que quelqu'un qui ne soit pas sur le plateau voit les rushs, mais je vois les rushs, c'est tout. Je monte pas du tout pendant le tournage. Donc je vois les rushs. Je vous assure que c'est vraiment, qu'il n'y a rien à dire. Donc en fait, mon rôle est de dire tout va bien. mais c'est vrai. En fait, c'est plutôt d'être là et si elles ont envie de parler, si elles ont une question, s'ils ont un doute, tu crois qu'il y a le point sur cette prise, tu crois qu'on a assez de matière, et d'être là et de les rassurer souvent. Voilà, elles font un travail énorme toutes les deux moi, j'arrive vraiment qu'après le tournage. Et là, par contre, on est vraiment toutes les deux avec Mia et on a très peu d'autres interlocuteurs que nous. Donc, c'est vrai que c'est assez compartimenté, mais moi, ça me va très bien. J'aime bien l'idée de découvrir, de les laisser faire et de ne pas intervenir, en fait, pendant le tournage. J'aimerais qu'on passe à un deuxième extrait, qui est un extrait du père de mes enfants. Mon film, allô? Ah, il est pas là, il est à l'extérieur. Je peux vous rappeler cet après-midi? Ok. Donc je lui dirai que c'est urgent. Ouais. Oui, non, j'ai compris. Prendre l'heure.
Alors, Le père de mes enfants, c'est votre deuxième long Vous métrage. n'avez pas choisi la scène la plus... Non, pas la plus... J'ai jamais revue. Hein. Mais c'est une scène qui m'a vraiment marquée quand j'ai découvert le film et qui est restée comme ça voilà, dans ma mémoire. Donc j'avais très envie de vous en parler et que vous nous racontiez un peu comment vous l'aviez écrite, mise en scène. Mais juste avant, pour contextualiser pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, donc c'est votre deuxième long métrage. C'est un film qui est en grande partie inspiré de Humber Balzan, qui était un producteur qui s'est donné la mort et qui a été une personne importante dans votre parcours de cinéaste. C'est une scène qui m'impressionne parce que j'avais rarement vu le suicide filmé comme ça, en fait, avec une espèce de brutalité et en même temps de quelque chose de presque sobriété. Enfin, il y a une clarté. Enfin, il y avait quelque chose comme ça que je trouvais assez neuf. J'imagine que ça a été une scène, voilà, avec un enjeu particulier à l'écriture, mais aussi au moment du tournage. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment ça s'est passé, puis ensuite comment ça s'est passé au montage? Comment est-ce que vous avez imaginé À l'écriture, ouais, c'est pas la chose dont il est le plus facile de parler, mais disons que oui, effectivement, mon film est inspiré très ouvertement et très largement, enfin, par Humber Balzan, un producteur que j'ai connu pendant 1 an, qui devait produire mon premier film, à qui je devais énormément, et sans qui mon premier film se serait sans doute pas fait. Et ça, son suicide, sa mort m'a évidemment énormément marqué. Mais je crois que le film est à la fois un portrait de lui, enfin, en tout cas, enfin, presque imaginaire, parce que finalement je ne l'ai pas si bien connu, et j'invente toute une vie dont je ne sais rien. Enfin, je veux dire, tout ce que je construis autour de lui, en grande partie, je l'imagine, ou je l'invente, ou je m'inspire des quelques informations que j'ai. Mais ce que je veux dire, c'est que ce film est aussi indirectement inspiré d'une histoire de ma famille, de ma propre famille, de mon grand-père qui s'est donné la mort, et finalement le suicide, puisque c'est cette scène que vous avez montrée, il est, je pense, autant inspiré par la mort d'Humber Balzan que par celle de mon grand-père. Pour être plus précise, mon grand-père s'est tué de cette façon-là. Et Humber Balzan ne s'est pas tué de cette façon-là. C'est pour dire que les films, même des films qui sont, enfin, des films qui peuvent être très personnels et sembler biographiques, autobiographiques, pour moi, c'est toujours des mélanges de plusieurs choses, en fait. Il y a toujours plusieurs inspirations qui se recoupent, et pourquoi ça prend cette forme-là plutôt qu'une autre, c'est parfois difficile d'expliquer. Mais bien sûr que la question de comment représenter le suicide, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas, à quel moment je le vois de face, à quel moment je le vois de dos, est-ce que je veux voir son visage au moment où, est-ce que, en fait, justement, je ne veux pas le voir. Cette question-là, je pense que je me la suis beaucoup posée. Je sais pas si je sais pas si aujourd'hui je devais refilmer cette scène, est-ce que je la filmerais exactement de la même manière? Je ne sais pas, mais sans doute que oui, au fond, parce sur ces choses-là, je ne pense pas avoir forcément beaucoup changé. Et en tout cas, ce qui était une évidence, par exemple, c'était de ne pas mettre de musique. Je pense que j'ai quand même tendance à pas mettre de musique à des moments très dramatiques où d'autres en mettraient, et au contraire à en mettre là où on n'en a pas forcément besoin. Je pense, de ce point de vue-là, avoir un rapport à la musique un peu particulier peut-être, mais en tout cas je sais que s'il y a une chose que j'ai toujours su, c'est qu'il n'y aurait pas de musique sur cette scène-là, qu'il n'était pas question de rajouter du drame au drame, quoi, qu'il fallait regarder les choses, être au plus près d'une réalité que je voulais filmer, et ne pas rajouter du pathos sur cette réalité. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la façon dont... du moment où Alors pas du tout. Je me souviens pas du tout. Comment, pourquoi on a monté comme ça. Je me souviens, en tout cas, très 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 bien. D'avoir, enrobé surtout tout ça d'énormément, d'avoir cherché en tout cas beaucoup de mystères autour d'en faire un geste vraiment spontané, voilà, non réfléchi en tout cas, je crois pas. Et il y avait à la fois, il prend un revolver, il y avait prendre ce RER pour où, pourquoi, voilà, et des lettres qu'il prend et qu'il brûle avant de mourir. Et avec cette envie, et que je crois a marché dans la deuxième partie, de
suggéré, enfin voilà, c'est abordé, mais d'une manière très brève par son assistante, qui est jouée par Sandrine Dumas, qui dit qu'il s'était quand même procuré un revolver. Donc, enfin, ça interroge ses proches, comme ça peut interroger le spectateur. Et ça, je sais que c'est quelque chose qu'on a cherché, quoi, un peu sans doute. En fait, il y avait l'idée de pas répondre aux questions qu'on pouvait se poser, et que ces questions sont là, en fait, je crois que ce qui a déterminé tout, ce qui détermine la mise en scène, l'usage ou pas de la musique, ce que dit Marion, c'est le choix de dire on raconte ce suicide, on le montre, mais on ne prétend pas être dans la peau de Grégoire Canvel. Je ne suis pas Grégoire Canvel, et même je me mets à distance de lui, je regarde son geste, je veux le voir, je veux le montrer, je veux le dire, mais je ne prétends pas connaître toutes les raisons qui aboutissent à ce geste, tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Je ne crois pas à cette idée du point de vue, enfin que tout à coup, parce qu'on filme quelqu'un, parce qu'on le regarde, on est lui, ou qu'on est avec lui, ou qu'on se confond avec cette personne. Donc en fait, il y a une distance, et pour moi, c'est particulièrement vrai au moment d'un geste aussi terrible. Ces raisons lui appartiennent, et la deuxième partie, quand bien même la deuxième partie du film regarde des choses qu'il a faites, qui peuvent ressembler à des pistes d'explication de pourquoi il a fait ce geste, mais au fond, je crois, l'idée c'est justement de ne pas y répondre. Ça peut être ça, ça peut être ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas du tout ça. Et en fait, je crois que ça reflète aussi ce que j'ai ressenti par rapport à l'histoire de ma famille et la mort de mon grand-père, pour laquelle il n'y a pas vraiment jamais eu une explication claire. Donc moi j'ai interprété enfant, on m'a raconté des choses, d'autres, mais au fond c'est un geste, un tel désespoir, la violence qui fait qu'on arrive à ce geste-là, c'est insaisissable. Donc en fait, je crois que c'était l'idée de rendre compte de cette dimension insaisissable de ce geste qui a guidé la mise en scène et certainement le montage aussi. C'est un film qui, de par son sujet, aborde des choses très sombres, graves, mais qui, paradoxalement, a une forme de lumière, de légèreté. Enfin, on se rappelle du film comme il y a vraiment des moments de bonheur dans ce film très intense. Et ça me faisait penser à une phrase que dit Vicky Krieps dans Bergman Island. Elle parle du cinéma de Bergman en disant « Ces films me font mal ». J'ai l'impression que votre travail de cinéaste, c'est de dire le mal, mais sans trop en faire. Il y a un peu cette idée-là dans... Disons que je crois que une des choses qui me détermine, c'est le désir de montrer le monde tel que j'en fais l'expérience, tel que je le vois. Donc certains de mes films sont peut-être plus légers que d'autres, selon, je sais pas, différents moments de ma vie ou de mon inspiration. Mais dans tous les cas, ce qui les guide tous, c'est le désir de montrer le monde tel qu'il est. Même si... une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, dans le sens où en fait c'est forcément le reconstruire, c'est forcément c'est trouver une distance, un cadre, faire du montage. C'est finalement, donc tout ça fait appel à de la subjectivité. Donc quand bien même l'objectivité réelle n'existe pas, mais j'essaie de transmettre ce sentiment-là, non pas d'une objectivité, mais en tout cas d'une réalité du monde. Et c'est vrai que je trouve que le cinéma, et ça c'est à ça que ça me sert aussi de voir des films et d'en parler avec Marion ou Clémentine. Je trouve que très souvent il y a de la manipulation, beaucoup de pathos, je trouve le cinéma souvent très édifiant dans sa façon de rendre compte du monde. Et comme sûrement tous les cinéastes, mais un regard souvent très critique sur ce qu'on fait avec le cinéma, et j'essaye dans mes propres films de m'astreindre à une espèce de sobriété, dépouillement, c'est un grand mot, mais en tout cas à une sobriété, surtout dans le rapport aux émotions, quoi. Et c'est pas parce que l'émotion m'intéresse pas ou que je cherche pas, que j'espère pas atteindre. En fait, elle m'intéresse énormément. J'aspire, comme tout le monde, à produire chez les spectateurs une émotion, et moi-même, je suis pleine d'émotions, mais disons que pas de n'importe quelle manière. Je crois que c'est un film que vous avez tourné sur 2 étés, c'est ça ? Bergman Island ? Non, Le père de mes enfants. Non, Bergman Island, oui. Pas Le père de mes enfants, d'accord. Clémentine, est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience sur Le père de mes enfants, du souvenir que vous en avez Il y a quelque chose de particulier aussi dans ce film-là, c'est que
très souvent dans vos films, on a des personnages qui sont sans arrêt en mouvement, qui marchent beaucoup. Et celui-ci, il y a vraiment une cadence particulière. Le personnage est vraiment tout le temps en action. Il y a presque un côté film d'action, quoi. Qu'est-ce que ça a créé sur votre travail? Alors moi, je suis une script avec une très mauvaise mémoire, donc je me souviens plus beaucoup de beaucoup de choses, mais quand même, je pense que déjà donc c'est le deuxième, ça, je m'en souviens. Et je pense que c'est là aussi où on a commencé à plus travailler aussi en préparation, plus que sur Tout est pardonné. Et il y avait je sais qu'on avait été justement dans des boîtes de production et on s'était mis un peu à l'écart. On avait regardé. Enfin, il y avait déjà cette recherche. Il y a effectivement de quelque chose de juste, mais qui soit central, quoi, au niveau vraiment des personnages principaux. Mais il y a aussi de tout ce qui est un peu plus de l'ordre du détail et cette société de production là qu'on voit même juste dans ce petit extrait, il y avait la volonté vraiment d'être dans quelque chose de juste, de pas être dans des déplacements aléatoires, même dans la figuration. Enfin voilà, il y avait déjà aussi une recherche, vraiment un travail aussi très méticuleux pour tout justement trouver quelque chose de vrai. Enfin, et il y a toujours aussi quelque chose d'en fait très construit et travailler qui va vers ce côté naturel. Enfin, pour arriver à ça, voilà, tout est un peu écrit et c'est déjà dans ce film-là, il y avait cette recherche-là de que c'est pas un personnage qui se déplace d'un point A à un point B. Chacun savait. On se racontait plein d'histoires aussi. On avait les films, la personne qui est derrière au téléphone. On sait ce qu'elle faisait. On avait écrit tous les dialogues de tous les. En fait, parce qu'il y avait beaucoup de scènes dans les bureaux de production et on avait énormément travaillé sur les arrière-plans ensemble. Et ça, c'est ce qu'on avait fait en prépa. Et finalement, on avait écrit des micro-dialogues pour tous les personnages qui étaient dans les arrière-plans, ce qui fait qu'ils avaient tous, s'il passait un coup de fil, ils savaient à qui il passait le coup de fil, ils faisaient pas juste blablabla, ils appelaient telle personne et on avait défini chaque chose avec l'idée que ça aiderait les comédiens à ce que leur déplacement soit motivé, pour que ce soit incarné, quoi. Mais ce dont je me souviens aussi, c'est que c'est mon premier film était sur un autre rythme, celui-là, du fait de Grégoire Canvel, de ce personnage de producteur qui allait si vite et qui était dans une course folle. Ça nous a beaucoup influencé, je pense même pour la suite en fait, parce qu'on y a pris goût. Je sais que c'est une chose sur laquelle on a énormément travaillé et je m'en souviens comme de quelque chose d'extraordinairement amusant. On a pris goût au fait de filmer sa vitesse à lui, et c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé, sur lequel on a réfléchi, de trouver la façon d'utiliser aussi tous les petits objets du quotidien de la boîte de production pour s'en servir dans le rythme des scènes et dans leur vitesse. Alors les figurants, les personnages, les assistants autour de lui, mais vraiment tous les portes, les objets, les objets du cinéma. Et ça, c'est un truc sur lequel il me semble qu'on avait énormément travaillé pour ce film. Oui. Effectivement, et qu'il ait plusieurs téléphones, enfin tous les trucs de trouver toujours qu'il fasse plusieurs choses en même temps. Voilà. Et d'ailleurs, le comédien Louis-Do de Langzin, il a pris goût aussi, il a bien compris assez vite ce petit jeu qu'on avait, d'essayer vraiment de le pousser à une sorte de vitesse. Il n'avait pas l'habitude lui-même et il y a pris goût. Et après, c'est devenu une espèce de frénésie. Je me souviens d'une scène qu'on a tournée, que je pense qu'on ne pourrait plus tourner aujourd'hui, dans une voiture sur l'autoroute. Vraiment, je pense que ce qu'on a fait, je pense que ce serait plus possible aujourd'hui. Moi, j'étais dans le coffre de la voiture, il était sur l'autoroute. Il y avait pas c'était pas voiture travelling et tout. Il conduisait pour de vrai et avec ses 2 téléphones. Mais ça, c'était vraiment un peu la conséquence de cette chose dans laquelle on était tous, de vouloir construire ce personnage comme dans une espèce d'agilité et de frénésie. Sinon, il fumait. Oui, il fumait, il avait les 2 téléphones et nous on était dans le coffre, quoi, en gros. On va passer à un 3e extrait, un extrait d'un amour de jeunesse.
T'as toujours ton studio? Non, je suis plus à Paris. Ça fait 3 ans que j'habite à Marseille. Mais je passe assez régulièrement pour voir mes amis, mes parents. Je viens aussi pour le boulot. Je suis pas venu exprès pour toi. Je m'en doute. Et tu travailles? Je suis photographe. C'est bien, c'est ce que tu voulais faire. Je bosse pour la presse régionale. Je couvre les faits divers. Sinon, je me suis associé avec un copain. On a monté une petite boîte de bricolage. C'est surtout ça qui me permet de gagner ma vie. Ça te plaît, Marseille? Ça me plaît, ouais. J'ai jamais vraiment su m'adapter à Paris. Cette île me donne le cafard. J'ai un copain qui a une maison à Cassis. On passe quasiment tous les week-ends dans les calanques. Tu veux pas qu'on sorte? J'ai envie de marcher. Alors juste pour contextualiser par rapport au film, donc on est, je pense, aux 3/4 du film ou vers le milieu, je ne saurais plus trop bien, mais donc Camille et Sullivan, qui ont été amoureux quand ils étaient jeunes, se retrouvent après des années de séparation. Et là encore, il y a quelque chose de très frappant dans la manière dont vous filmez ces retrouvailles, et c'est un peu la même manière que... Il y a un peu ce même genre de scène dans Tout est pardonné, c'est-à-dire le moment des retrouvailles avec le père, entre le père et la fille qui ne se sont pas vus depuis des années. Vous désamorcez en fait le côté spectaculaire des retrouvailles. Il y a ce mouvement de vélo que j'aime beaucoup, parce qu'on a l'impression que quand Sullivan arrive, vous allez couper pour ensuite filmer le visage de l'actrice Lola Créton pour voir sa réaction. Et en fait, ce mouvement de vélo accompagne le mouvement de Lola Créton, et il y a un côté un peu, on a l'impression qu'ils se sont jamais quittés, quoi, comme si c'était un fantôme un peu qui ressurgissait du passé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette scène-là en particulier? J'ai l'impression peut-être aussi que, comment dire, je trouve qu'il y a la mélancolie de vos films, elle vient du fait que ce sont des films au présent, mais qui sont hantés par le passé. Et je trouve que dans cette scène, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Oui, c'est une scène qui est au cœur du film, puisque le film raconte l'histoire d'une jeune fille qui n'arrive jamais à tourner la page de son premier amour, et au milieu du film, il disparaît de sa vie, pendant plusieurs années elle le voit pas, puis là il revient, et c'est cette scène, et elle est aussi d'une certaine façon, je la voulais presque anodine, enfin comme vous le dites, parce que les enjeux sont absolument dramatiques pour le film, mais en même temps, dans la vie, c'est pas parce que les enjeux sont dramatiques qu'il y a de la musique, qu'il y a des ralentis. Et donc, en fait, ça m'émeut plus, moi. En fait, là-dessus, je suis spectatrice aussi de mes propres films, donc je les construis aussi en fonction de ce que je suis, de ma sensibilité. Je trouve ça plus émouvant en étant moins dramatique. Mais ce que je vois aussi dans la scène, en la revoyant là, qui rejoint... qui pour moi n'est pas sans rapport avec le père de mes enfants, c'est la ville, la présence de la ville. C'est par hasard si j'ai filmé c'est à Stalingrad, dans un café qui est très bruyant, avec beaucoup de passages. Quelque chose que j'ai énormément aimé quand on a fait Le père de mes enfants, c'était de filmer le quartier. On était beaucoup dans le quartier des grands boulevards au début, mais après surtout vers Strasbourg-Saint-Denis, un quartier très très vivant, très animé. Et j'ai appris en faisant ce film à filmer vraiment en s'adaptant aux passants, à la circulation, ne pas couper la circulation, ne pas couper les passants, ne pas travailler avec des figurants ou très peu, mais plutôt travailler en essayant d'utiliser la vie de la ville. Et j'ai adoré faire ça pour Le père de mes enfants. Et là encore, c'était lié au personnage, c'était son monde et c'était sa façon de vivre. Mais pour moi, ça raconte aussi quelque chose de ce que sont les personnages. Finalement, comme dans le court-métrage que vous avez montré tout à l'heure, au début, c'est la même chose. En fait, c'est à travers cette atmosphère de cette ville, Paris, c'est la musique urbaine. Au fond, je parle de mes personnages. Ils appartiennent à cette ville. Et je le ressens très fort en voyant ces images. À quel point les lieux conditionnent votre écriture? Est-ce que ça vous est arrivé de vraiment écrire parce qu'il y avait d'abord l'idée et l'envie de filmer un lieu? Oui, ça m'est arrivé souvent. Je pense presque dans tous mes films, il y a d'abord l'idée non pas d'une histoire, mais il y a un mouvement, un élan vers, une émotion, un personnage, un destin. Mais souvent se greffe à ça assez vite des lieux. Mais par exemple, Bergman Island, c'est vraiment un film qui est...
il y avait le désir de faire un film sur un couple de cinéastes, de personnes qui créent, qui écrivent, enfin en l'occurrence qui font des films, et il y avait le désir de ce lieu. Et les deux se sont rencontrés. Mais oui, le désir des lieux, pour moi, il peut être vraiment tout au début du désir d'un film, et notamment quand j'ai fait Un amour de jeunesse, j'avais par exemple très envie d'aller filmer la Haute-Loire, là où j'avais passé mes étés d'enfant, parce que ma grand-mère avait une maison, une ferme là-bas, où j'ai été toute mon enfance, et je voulais filmer ce lieu. Et le film se termine là-bas, dans les sources, sur les sources de la Loire. Donc le désir des lieux est vraiment quelque chose de récurrent, et un moteur, pour moi, même un moteur de la fiction. Il y a une autre donnée essentielle aussi de votre cinéma, c'est le temps qui passe, c'est-à-dire que c'est des films vraiment dans lesquels il y a des grandes ellipses temporelles qui nous font passer parfois, parfois 20 ans. Vous faites jamais vieillir vos personnages avec des trucages et donc j'avais une question un peu simple, mais comment est-ce que concrètement toutes les trois, comment est-ce que vous réfléchissez à cette question de comment incarner le temps qui passe sans avoir recours à des artifices trop évidents C'est vraiment un choix au départ de mise en scène. C'est-à-dire que c'est vrai que pour raconter le temps qui passe, soit on se dit qu'on a besoin que les comédiens changent et que ce soit vraiment clair physiquement. Et sans doute que si j'avais fait des films qui se passaient sur 50 ans ou 40 ans, bien sûr je l'aurais fait, ou j'aurais changé de comédien. Là, c'était un nombre d'années à la fois très important parfois, mais suffisamment réduit, entre guillemets, pour que je puisse à peu près m'en passer. Si ça avait été vraiment très loin, j'aurais bien été obligée d'y venir. Mais moi, c'est un truc qui me met vachement à l'écart des films, en fait. Les postiches, enfin, tout le côté maquillage, postiche, ça me sort des films. Donc, en fait, j'ai voulu y répondre à ma façon. C'est-à-dire comment ne pas faire dans mes propres films ce que je n'aime pas dans les films des autres, c'est-à-dire amener des postiches qui fait qu'on regarde ça, on se dit comment ils ont fait, qu'est-ce qu'il est bien vieilli, mais même quand c'est bien fait, je veux dire souvent en général c'est bien fait d'ailleurs, mais on regarde ça. Et donc c'était prendre le risque, faire le pari qu'on pouvait faire le pari de l'adhésion du spectateur et aussi faire le pari du montage d'une certaine façon, parce que l'autre façon de raconter le passage du temps, finalement, c'est le montage, c'est-à-dire que c'est de l'imposer, c'est-à-dire le temps a passé, c'est comme ça. Oui, c'est pas, on voit pas sur les traits de son visage les rides. Enfin, chez Lola dans ce film, Lola Créton, elle vieillit quasiment pas, elle change un petit peu, elle a différentes coiffures, mais elle reste quand même vraiment la même. Mais je fais une très grande confiance au spectateur dans sa capacité de croire au temps qui a passé parce qu'il a vu le temps passer, ou il l'a ressenti dans le film, même si ça se traduit pas forcément par les passages du temps sur un visage. Et puis enfin, je pense qu'il y a une troisième chose, c'est la jeunesse. C'était vraiment toujours au cœur, en tout cas de mes premiers films, l'idée que il y a peut-être quelque chose d'un peu naïf ou idéaliste là-dedans, mais j'ai toujours écrit des personnages dont je pensais qu'ils ne vieillissaient fondamentalement pas, c'est-à-dire même si le temps passait, ils vieillissaient en âge, mais il y avait une jeunesse chez eux qui perdurait, une innocence, et je pense que la volonté de ne pas les vieillir, ça a aussi à voir avec ça. Marion, peut-être sur cette question par exemple sur le recours aux ellipses. Il y en a beaucoup dans votre cinéma. Ça, c'est des choses qui sont déjà très claires au moment du scénario, ou c'est ensuite au montage que vous choisissez de couper à tel moment, et comment est-ce que vous discutez de ces moments-là, par exemple? Alors, c'est quelque chose qui est très récurrent. Donc tous les films de Milla, d'une certaine manière, parlent du passage du temps. Donc très souvent que les gens viennent me voir en me disant les ellipses. Marion, dans ce film, les ellipses. Alors, à chaque fois, je fais la même réponse. Je dis, mais c'est vous. Non, c'est pas moi. Vraiment, je veux dire, 80%, 90% des ellipses sont dans le scénario. J'adorerais que ce soit moi, mais elles sont dans le scénario. Donc, elles sont écrites comme ça, elles sont pensées comme ça. Et des fois, c'est de l'ordre de la nuance, c'est-à-dire que des fois, on change un peu des choses, mais j'ai deux exemples à vous donner. Par exemple, on va parler de cet extrait qu'on a vu d'un amour de jeunesse. En fait, c'est marrant que vous ayez montré cette scène, que j'aime beaucoup, mais en fait, j'aime beaucoup celle d'avant et celle d'après. En fait, c'est que peut-être
peut-être il y a quelque chose entre, mais elle est au travail, elle est architecte, elle est avec Magneux, ils rentrent en bus d'un chantier. Et il parle trop fort. Magneux parle trop fort. Elle va à l'arrière du bus. Et là, en allant à l'arrière du bus, parce que son amie parle trop fort, elle voit la mère de Sullivan. Et la mère de Sullivan, elle voit même pas Sullivan, elle voit la mère de Sullivan. Et là, depuis tant de temps, voilà. Et là, elle discute, mais de rien presque. Et on ne sait même pas ce qui va se passer, ce qu'il y a comme enjeu. Et Magneux se rapproche, et encore en train de parler au téléphone, et il parle encore fort, mais juste, elle lui chope son ticket de métro, et c'est sur ce ticket de métro qu'elle va écrire son numéro de téléphone, et qu'elle va laisser son numéro à la mère de Sullivan. Et Sullivan on n'aura pas vu après, elle va recevoir un texto, et ils vont se retrouver là. Cette conversation un peu, pas anodine, mais en fait assez plate, de qu'est-ce que t'es, où est-ce que tu vis, voilà. Tu veux pas prendre l'air parce qu'ils sont gênés. Ils vont dehors, ils vont continuer à marcher, et il va couper. Et en fait, la scène, c'est juste, on attend à quel moment ils vont se retrouver et comment ça va se passer. Et elle a écrit ça, elles ont découpé ça comme ça. Et ce qui est génial, c'est que l'ellipse, elle est là, en fait, pour moi. C'est comment on a décidé de filmer le moment où ils se retrouvent. Et moi j'y participe, je le monte, mais l'idée elle est de Mia, quoi. Et le temps il est passé comme ça, en fait. Ça je trouve c'est tellement beau. Moi j'adore cette manière de faire passer le temps d'une manière totalement invisible. Voilà. Et sur cette, peut-être quand même, j'en ai un autre exemple comme ça. C'est peut-être Maya. Où là, vous me dites sur les ellipses et tout, et c'est vrai que je me souviens de Maya, un peu dans cette même cas de figure, en disant il était otage, il revoit son ancien ami qui était otage, et il se retrouve dans un café, il discute, qu'est-ce que tu vas faire, mais il parle de plein de choses, et tout d'un coup il dit mais vraiment comme ça, je vais aller en Inde, j'ai une maison à retaper. Et avant, et dans le scénario, là, pour le coup, il y avait un peu d'autres choses. Il parlait de sa mère, il parlait que sa mère, elle vivait là-bas. Et puis Mia, elle a dit, non, vas-y, on coupe tout ça. Et en fait, presque si on n'y fait pas attention, il vient de dire, mais il faut que j'aille en Inde, j'ai une maison à retaper. Bon. Et après, on le voit dans sa voiture, il repart, il quitte son ami, cut, on est en Inde. Oui, il y a un raccord. Voilà, et bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais ça, on l'a fait au montage. Voilà, ça, l'aéroport de l'Inde, l'arrivée, on l'avait. Et ça, donc ça, j'avais envie de vous donner un exemple où des fois, effectivement, au montage, on va créer des petites ellipses, des petites choses comme ça, et on va enlever des informations pour. Évidemment, on cherche tout le temps ça, en fait, à garder une espèce de. Mais voilà, quand j'ai revu cette scène, je me suis dit, mais c'est vraiment des moments symptomatiques de Mia, de comment on fait passer le temps, de comment tous ces moments charnières, comment elle les traite, comment elle fait ça. Et sincèrement, à la base, c'est un gros travail d'écriture. On va peut-être passer à un dernier extrait, puis ensuite on vous laissera la parole pour poser des questions. Donc c'est l'extrait numéro 4.
c'est un extrait de Tout est pardonné, votre premier long métrage, mais j'avais envie de montrer cet extrait pour parler d'Éden, donc qui est le film qui brosse le portrait d'un garçon qui est inspiré de votre frère, qui était DJ dans les années 90. C'est aussi le portrait d'une génération, le portrait d'un mouvement musical, la French Touch. En fait, ce qui m'intéressait en montrant cet extrait, c'est on a l'impression en fait que tous vos personnages peuvent voyager à travers vos films. Et je ne sais pas si vous avez la conscience de ça quand vous écrivez. Est-ce que vous écrivez des personnages en vous disant qu'ils n'appartiennent pas à un seul film et qui peuvent très bien voyager d'un film à l'autre? Oui, en fait, c'est vrai que c'est une chose que je me suis dit, en tout cas à un moment je me le disais beaucoup, que j'avais l'impression avec mes films de construire une maison, et comme si chaque film était une nouvelle pièce de la même maison, mais que ça circulait, quoi. Et c'est vrai que, je crois que ça tient aussi au fait que ça tient aussi au fait que j'ai écrit tous mes films. Eden, je l'ai écrit avec mon frère, on l'a écrit à deux, mais bon, je l'ai écrit quand même en grande partie, et tous mes autres films, je les ai écrits seuls. Et c'est tous des films très personnels, qui ont souvent une dimension, je dirais pas autobiographique, mais biographique, en tout cas, qui s'inspirent de personnes que j'ai connues. Donc, finalement, ces personnes, parfois, se connaissent, les personnes qui m'ont inspiré. Donc, finalement, il y a une certaine logique à ce qu'il y ait cette circulation. Mais c'est vrai que j'établis moi-même des ponts entre mes films, pas tous avec tous, mais voilà, quand j'ai fait mon dernier film, Un beau matin, pour moi, il y avait un lien très fort avec mon premier film aussi. Deux films qui parlaient du père et de façon du rapport, une relation entre un père et sa fille de façon différente, mais il y avait un lien profond pour moi dans ces deux films. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que c'est une des raisons qui a fait que j'ai amené l'héroïne d'Un beau matin à habiter près du Jardin des Plantes, où se passait la scène des retrouvailles dans Tout est pardonné. Je crois que tout ça a été lié. Et c'est vrai que dans Tout est pardonné, il y a cette scène de boîte de nuit qui est la seule et qui ne ressemble pas complètement au reste du film, et c'était le moment où je voulais voir, je voulais donner à voir la légèreté, la jeunesse, quoi, avec un remix de votre frère. Voilà, avec un morceau que j'adore de mon frère qui a à la fois une énergie et en même temps une mélancolie et une plénitude, qui sont des choses que j'ai recherchées aussi dans Eden. C'est vrai que, et d'ailleurs on a tourné, parce que cette scène elle est tournée dans un bar, une boîte de nuit où j'ai aussi tourné dans Eden. Donc oui, effectivement, mais il y a beaucoup, bien sûr, mes films se parlent entre eux, bien sûr. Clémentine et Marion, est-ce que vous voulez peut-être, partager des souvenirs sur Eden, parce que c'est un film aussi qui arrive après une sorte de trilogie. Donc j'ai l'impression que les enjeux peut-être sont différents. Vous tournez plus de nuit à l'intérieur. Est-ce que ça a reconfiguré un peu votre travail avec Mia? Je pense que c'était un film qui aussi était impressionnant, parce que tout d'un coup il y avait ces scènes de fête qui étaient autre chose que moins intimiste dans ces moments. Et moi, je me souviens, j'ai l'impression qu'en plus, on avait commencé par ça, mais je ne suis pas sûre, mais on est arrivé pour la scène de fête dans le fort. Et on est arrivé, et là, il y avait des bus entiers de figurants, et Mia avait pas très envie de sortir de la voiture à ce moment-là. Enfin voilà, parce que c'est pareil, c'est-à-dire que ces scènes vraiment de fête avec énormément de figurants, ça va pas non plus. Il y a une concentration sur la scène, sur les comédiens principaux, mais c'est pas non plus le reste, je m'en fiche, et tout le monde danse. C'est-à-dire que comme il y a un travail à différents niveaux aussi sur tout ça, ça rendait les journées très impressionnantes, parce qu'il fallait mettre en scène beaucoup de choses. Voilà. Et Marion, sur ce film, est-ce que vous avez l'impression que c'était une nouvelle étape un peu dans votre collaboration, ou finalement que c'était la continuité? Tous les films ont été une nouvelle étape. Non, mais c'est tous des souvenirs absolument géniaux. Disons que celui-là, ça a été, je pense, le film le plus compliqué quand même. Parce qu'il a été compliqué à
essentiellement à produire. Donc en fait, à la base, Mia, elle avait écrit 2 films de 2 heures. Enfin, et ça n'a pas été possible de faire 2 films de 2 heures. Sur le scénario, c'était vraiment partie 1, partie 2. Enfin, voilà, donc celui-là, ça n'a pas été possible. Donc elle en a fait un film plutôt... Enfin, un des plus longs, enfin, ça doit être ton plus long film. Mais voilà, donc j'ai surtout ce souvenir-là parce que sinon, tous les autres films, en fait, se sont vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, du point de vue de montage, très, 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 très bien passé. Enfin, c'est vraiment pas des films... Enfin, compliqué, enfin, c'est tellement, tout est bien, enfin même Eden, enfin en fait tout est chorégraphié, tout est, enfin vous pouvez pas savoir à quel point, c'est la seule cinéaste avec qui je travaille, à quel point tout est mis en place, quoi. Enfin non mais c'est vrai, enfin et à la fois ça se voit pas, hein, mais vraiment mais c'est vrai que, enfin Eden, ils ont tous une particularité. Je dirais qu'Eden, ça a été plus compliqué, mais du point de vue pas particulièrement du montage, du film global à faire, quoi. En même temps, j'ai quand même le souvenir pour moi, d'une des expériences les plus exaltantes. Enfin, de manière générale, j'adore tourner, donc j'aurais du mal à dire que j'ai pas aimé un seul de mes tournages. Mais Eden, il y avait un truc, c'est qu'on tournait avec des jeunes gens, et c'était vraiment un film de bande. Et on tournait avec des jeunes gens que je connaissais pas, que je découvrais en les filmant, mais qui avaient, je sais pas, entre 20 et 30 ans, et qui m'aidaient. Enfin, mon frère m'a aidé énormément, mais aussi Félix de Givry, qui était l'acteur principal du film, m'a vraiment aidé, mais aidé énormément, pas juste comme acteur, il m'a aidé mentalement, il m'a vraiment, parce que ça a été un film vraiment, enfin, tous les films sont des batailles, franchement, vraiment tous, mais là, celui-là, ça a été particulièrement une bataille, et l'énergie, la foi qu'avait Félix et autour de lui, ses copains, enfin, dans ce projet, ça nous a porté. Et j'ai le souvenir d'un tournage qui à la fois était dur parce que c'était pas des conditions évidentes, c'était long, il y avait, oui, énormément de figurants, mais en même temps exaltant. Enfin, je nous vois vraiment dans une sorte d'état second, allons vraiment puiser dans les réserves pour trouver la force jusqu'au bout, parce que c'était vraiment très très fatigant. Et effectivement, on avait à gérer des centaines de figurants dans certaines scènes. Je me souviens notamment, enfin, on a été tourné à New York, mais là c'était pas des figurants, mais c'est ça qui était génial, mais c'était pas moins fatigant. On a tourné à PS1, qui était un musée, enfin, d'art moderne, mais dans lequel il y a d'immenses fêtes qui existaient encore et qui étaient inspirées par les fêtes. En fait, c'était les fêtes qui nous ont inspirés existaient encore, et donc on a obtenu l'autorisation de filmer une vraie fête, mais du coup c'était, je sais pas, 2000, 3000 personnes, et on s'est retrouvés dans cette fête à filmer, je sais plus, on devait avoir 2 caméras, 3, avec moi j'ai perdu, c'est revenu après, mais j'ai perdu enfin, quelque chose de mon audition à ce moment-là, parce qu'on tournait à côté de baffles gigantesques. Enfin, c'était assez extrême, quoi, comme expérience de tournage, mais en même temps, voilà, on était quand même portés par l'amour de cette musique, de cette génération, l'envie de raconter cette histoire, et puis entouré par des jeunes gens qui étaient tout aussi passionnés. Donc c'est pour ça, pour moi, ça reste un souvenir assez à part quand même, non ? Oui, mais c'est vrai que le fait que ça soit un groupe de gens et qui s'entendaient quand même tous très bien. Enfin, et eux, ils avaient du plaisir à être là aussi, donc ce qui est aussi agréable. Et qui était porteur effectivement d'avoir ce groupe. Et j'avais envie de vous dire aussi que, enfin, ce film, on a tellement, je pense, on a appris énormément de choses, et aussi le souvenir que j'ai, c'est que c'était jusqu'ici, c'était quand même beaucoup de jeunesse, tout ça, et en fait, Mia, elle a eu beaucoup de mal à produire ce film. Je me souviens très bien qu'elle s'est dit, faut que ça met trop de temps, je sais même pas si ce film va se faire, et elle a commencé à écrire de son côté, elle disait pas trop, ce qu'elle faisait, et je pense qu'on n'avait pas fini le montage d'Eden, c'était encore compliqué, qu'elle avait écrit l'avenir, et que du coup, enfin moi, le montage d'Eden est aussi marqué par l'avenir, et qu'en fait, contraint par tout ce qu'on avait eu comme difficulté par Eden. Après, on nous a donné des tout petits moyens pour faire l'avenir, et on a eu 8 semaines on a eu 8 semaines pour monter l'avenir, et voilà, on avait, enfin je sais pas,
on avait tellement, enfin je sais pas, c'était génial, c'était fantastique. Enfin l'avenir, ça s'est fait d'un geste comme ça, mais je pense que l'énergie qu'on avait sur l'avenir, on l'a vraiment puisée dans Eden. Et donc c'est aussi dans ça que c'est bien de voir les films dans leur parcours, parce que enfin tout ce qui se passe, c'est assez merveilleux. Merci beaucoup. Merci.